Bonjour à vous tous, chers membres de l'Association des personnes handicapées visuelles du Bas-Saint-Laurent. Je me présente, Émile Proulx, et je vous ferai la lecture du journal L'Écoute. Vous écoutez actuellement le volume 31, le numéro 1 de l'édition du printemps 2025. Sur la page couverture, nous voyons une cabane à sucre avec un cheval et une carriole, ainsi que des gens à l'extérieur en train de profiter de la cabane à sucre. Je vous souhaite une bonne écoute et une bonne journée. Au sommaire, mot de la présidente, mot du coordonnateur, activité de groupe, sensibilisation, dossier à suivre. Pour en savoir plus, entrevue, en bref, parfum de saison, capsule santé, le goût de lire, une touche d'humour, jeu de mots, à l'agenda, réponse aux jeux de mots. Mot de la présidente par Chantal Couillard, printemps 2025. En ce début d'avril, comme il fait bon de sentir sur sa peau le soleil qui nous réchauffe, la neige fond et nos petits snowbirds, oiseaux entre parenthèses, reviennent de plus en plus égayer nos jardins. C'est aussi le temps de nous sucrer le bec. Lorsque vous lirez ces quelques lignes, nous aurons partagé un bon repas à la cabane à sucre. Quelle chance de nous retrouver, de célébrer tous ensemble notre bon sirop d'érable. Ces temps-ci, on nous demande de consommer le plus possible nos produits québécois. Quelle belle façon de le faire en encourageant nos acériculteurs locaux. Je dois avouer qu'au printemps, c'est mon plaisir coupable. Et oui, que c'est agréable par une belle journée ensoleillée de déguster une belle palette de tir sur la neige. Alors, comme le dit si bien la comptine, en caravane, allons à la cabane. À bientôt, Chantal Couillard, présidente. Mot du coordonnateur par Jimmy Turgeon-Carrier. Le printemps est à nos portes. Les températures douces se font toujours attendre dans notre région. Le printemps est signe de gaieté, de renouveau et d'épanouissement. Durant cette saison, nous voyons la terre reprendre ses notes de noblesse. Nous faisons le grand ménage de nos habitations. Nous recommençons à ouvrir les fenêtres de nos maisons pour y faire entrer l'air frais de l'extérieur. Nous recommençons à étendre sur la corde à linge à l'extérieur pour y faire sécher les draps et le linge, qui sent si bon quand on le rentre. Pour ceux qui jardinent, nous commençons à s'occuper de nos semis et de préparer le terrain pour accueillir les nouvelles plantations. Suite à l'hiver, nous faisons le ménage des arbres et des arbustes afin de s'assurer qu'ils ont passé au travers de la saison hivernale. Le printemps est une saison fort occupée pour tous. À la PSGBSL, le printemps est aussi une saison fort occupée. Le printemps signifie pour la PSGBSL la fin de l'année financière et le début de la nouvelle. La rédaction des différents rapports et prévisions de l'Assemblée générale annuelle, la préparation d'une activité cabane à sucre régionale pour les membres, le recrutement de nouveaux employés au sein de l'organisme, la mise à jour de nos statuts et règlements, et j'en passe. Comme vous pouvez le constater, nous ne chômons pas à la PSGBSL en ce moment. Nous travaillons fort pour maintenir nos services aux membres et pour vous offrir une gamme d'activités qui satisfera vos attentes en prenant en compte vos suggestions. Continuez à nous faire part de vos idées. Nous sommes toujours ouverts à les accueillir et à les analyser afin de voir si c'est possible de les réaliser. En cette saison où nous recommençons à s'épanouir, je nous souhaite de le faire de façon saine et en toute liberté.
Fini les manteaux, les bottes et les tucs. Fini la noirceur de bonheur en fin de journée. Fini la peur de tomber sur la glace. En cette saison, nous sommes heureux de pouvoir sortir en toute quiétude, sans trop d'habillement et en petits souliers. Cette saison nous amène un vent de fraîcheur. Profitons de cette belle saison qui est à nos portes afin de favoriser les sorties à l'extérieur et profiter du beau temps. Bon printemps à tous! Dans le bas de la page, nous voyons une image avec le mot printemps écrit de plusieurs couleurs avec des fleurs. Activité de groupe. Groupe Rimouski-Neigette et la Métisse par Nadia Gagnon. Le 16 janvier dernier avait lieu un dîner-causerie au restaurant traiteur Suzy Quimper. Lors de ce dîner, les participants ont eu l'occasion de faire des vœux pour l'année 2025. Pendant cette rencontre, 8 personnes handicapées visuelles étaient présentes. Pour les mois de février et mars, Dame Nature nous a envoyé de la neige, de la pluie et du verglas. Les dîners-causeries ont été annulés. Merci aux participants et aux bénévoles pour votre belle participation. Groupe de la vallée de la Matapédia et de la Matanie par Émile Proulx. Le 27 février dernier, nous avons eu un café-rencontre au Café Aux Délices de Matane. Il y avait 9 personnes handicapées visuelles, dont 3 d'Amqui et 6 de Matane, ainsi que 2 bénévoles et 1 employé. Aide Maison Matane devait venir nous voir, mais la personne a eu un empêchement. Nous avons donc pris le temps de parler de nous, de notre expérience en tant que personne handicapée visuelle, etc. Les participants ont bien apprécié la rencontre. Le 27 mars dernier, le café-rencontre du groupe Matane et Amqui s'est déroulé au cybercafé de l'Espace Famille Amqui. 7 personnes handicapées visuelles y ont participé, 4 de Matane et 3 d'Amqui. 2 bénévoles et 1 employé étaient également sur place. Nous avons reçu Aide Maison d'Amqui qui nous ont parlé de leur service. Groupe du KRTB par Nadia Gagnon. Le 22 janvier dernier avait lieu un café-rencontre à Rivière-du-Loup sous le thème Vœux 2025. Lors de cette rencontre, 8 personnes étaient présentes. Le 19 février, le café-rencontre a été annulé en raison d'une grosse tempête de neige. Et finalement, le 19 mars dernier a eu lieu un café-rencontre et les participants ont échangé sur un « Comment ça va ». Lors de cette rencontre, 10 personnes étaient présentes. Un grand merci aux participants et aux bénévoles. Personnes handicapées visuelles en action. Le groupe PHVA a eu une activité le 15 février à la salle Saint-Robert. 7 personnes handicapées visuelles, 2 bénévoles et 2 employés étaient présents. Les participants ont pris part à des jeux comme 2 vérités, un mensonge et un jeu d'association de mots sur un thème donné. L'activité a été appréciée. Le 21 mars dernier, le groupe PHVA a eu une activité où ils ont décoré des paniers sur le thème de Pâques. 4 personnes handicapées visuelles, 1 membre associé, 2 bénévoles et 1 employé étaient sur place. L'activité a eu lieu au centre communautaire de Saint-Robert à Rimouski. Nadia a remplacé Émile car il était malade. Dans le bas de la page, nous voyons une photo de l'activité PHVA, de bricolage des paniers de Pâques. De gauche à droite, nous voyons M. Alain Dufour, Mme Chantal Couillard, Mme Linda Couillard, Mme Monique Michaud, Mme Christiane Cossette, Mme Marie-Rose Michaud et Mme Nadine Côté.
Sensibilisation par Jimmy Turgeon-Carrier. Lors des mois de mars et d'avril, nous avons été rencontrer deux groupes d'étudiants à l'Université du Québec à Rimouski dans le cadre du cours d'éducation inclusive auprès des élèves handicapés ou en difficulté d'apprentissage au préscolaire et au primaire destinés à des futurs enseignants en première année du baccalauréat en enseignement. Lors de cet atelier-conférence, nous avons sensibilisé les étudiants à la réalité vécue par les personnes handicapées visuelles et proposé des moyens à mettre en place pour faciliter l'inclusion sociale de ces personnes. Nous avons pris du temps pour faire une courte démonstration du braille et des différents outils qu'une personne handicapée visuelle peut utiliser pour accomplir ses activités de la vie quotidienne. Merci à Sylvain Letchamp pour l'opportunité que tu nous offres en nous accueillant dans tes cours pour sensibiliser tes étudiants et étudiantes à la déficience visuelle. En nous permettant d'aller dans tes cours, ça nous permet d'informer les jeunes de demain qui formeront les nouvelles générations afin de favoriser l'inclusion sociale des personnes handicapées visuelles dans toutes les sphères de l'activité humaine. Merci. Pour ceux qui aimeraient recevoir dans leurs établissements un atelier de sensibilisation, contactez-nous pour planifier un atelier au 88 723 0932 ou le 1877 708 1941. Au plaisir de vous rencontrer. Dossier à suivre par Émile Proulx. Une première au Canada, redonner la vue grâce à une dent implantée dans l'œil. Une intervention chirurgicale inédite a été réalisée pour la première fois au Canada cette semaine à Vancouver, permettant à 3 patients aveugles de retrouver partiellement la vue grâce à une technique rare, l'ostéo-odonto-kératoprothèse, OOKP, entre parenthèses. L'opération consiste à implanter une dent humaine modifiée dans l'œil en y insérant une lentille optique. L'intervention cible des patients atteints de cystite cornéenne sévère, souvent causée par des traumatismes ou des maladies auto-immunes, lorsque le traitements classiques ont échoué, mais que la rétine et le nerf optique restent fonctionnels. Cette technique repose sur la solidité et la compatibilité naturelle de la dentine, un matériau issu de la dent du patient lui-même, limitant ainsi les risques de rejet. Réalisée en 2 étapes sur plusieurs mois, la chirurgie débute par le prélèvement de la dent et de tissu de la joue. La dent est préparée et implantée temporairement sous la muqueuse buccale pour favoriser l'intégration tissulaire avant d'être transférée dans l'œil lors d'une seconde opération. L'OOKP est pratiquée depuis des décennies dans certains pays comme le Royaume-Uni et l'Australie, mais n'avait jamais été offerte au Canada. Malgré sa complexité et les risques associés, elle affiche un taux de réussite élevé et représente souvent une solution de dernier recours pour certains patients. Source sur Radio-Canada, une dent dans l'œil pour retrouver la vue, datée du 28 février 2025. Voici le lien https://ici.radio-canada.ca
nouvelle, /2, 1, 4, 4, 5, 3, 8, opération, dent, œil, chirurgie. Pour en savoir plus par Nadia Gagnon, l'histoire de l'érable, c'est aussi celle du Québec d'hier à aujourd'hui. En se basant sur les sources historiques existantes, on sait qu'entre 1536 et 1542, Jean Cartier et ses compagnons, intrigués par un arbre qu'ils croyaient être un gros noyer, mais qui était enfin un érable à sucre, le coupèrent. De l'eau d'érable en jaillit alors en quantité et lui trouvèrent un goût de bon vin. Selon ce qui est reporté en 1557 par le cosmographe André Tevet, un Amérindien leur aurait expliqué que cet arbre portait le nom de couton. Il faut attendre jusqu'en 1606 et la venue en Acadie de Marc Lescarbot, avocat, voyageur et écrivain, pour recueillir un autre témoignage sur l'eau d'érable. Il décrit la cueillette par les Amérindiens et ce qu'il appelle la distillation de l'eau d'érable. Il évoque entre autres sujets l'utilisation de pierres chaudes pour la cuisson des aliments. Un peu plus tard dans le siècle, Gabriel Sagard, un missionnaire récollet, confirme l'utilisation de l'eau d'érable par les Amérindiens et le dit procédé d'évaporation. Il en parle comme d'un breuvage qui fortifie. Cette idée d'une boisson qui redonne des forces est aussi présente chez le père Lejeune en 1634, relatant les récits de montagnais qui, lors d'une famine, mangent de l'écorce d'érable pour combattre la faim. Il compare l'eau d'érable à un sucre doux comme le miel. Tout au long du XVIIe siècle, les témoignages concernant l'eau d'érable se multiplient, confirmant une lente évolution de la consommation du sucre d'érable. Dans la deuxième moitié du XVIIe siècle, puis au XVIIIe siècle, les allusions à l'exportation de sucre d'érable en France comme curiosité culinaire se font plus nombreuses. Il faut savoir que cela coïncide avec l'augmentation de la consommation de sucre dans la population, mais on n'en est pas encore à une généralisation. Le sucre demeure une denrée principalement réservée aux nobles et aux mieux nantis. Toutefois, peu à peu, la culture de la canne à sucre se développe au Brésil et dans les Antilles, et la demande pour cette douceur augmente. Le sucre d'érable en dragée est un bonbon que le roi Louis XIV affectionne particulièrement, et c'est une femme d'affaires, ce qui est rare pour l'époque, et une manufacturière de Montréal, Agathe de Repentigny, qui se charge de lui en faire parvenir. Ce qui est cependant le plus marquant au cours du siècle que l'on qualifie de celui des Lumières, c'est le regard de la science autant sur l'érable à sucre que sur les vertus de l'eau d'érable et du sucre d'érable, dont la consommation est généralisée en Nouvelle-France en 1749, comme attesté par le biologiste suédois Père Kalm. En 1708, le sieur de D'Iberville, lors d'un voyage en Acadie,
explique la technique rudimentaire d'entaillage des érables par les Amérindiens. Elle consistait à pratiquer à coups de hache une incision de 4 pouces de largeur et d'y insérer un morceau de bois en forme d'auge, d'où l'eau s'écoule dans un récipient fabriqué le plus souvent en écorce de bouleau. En Nouvelle-Angleterre, Paul Dudley, dans un ouvrage consacré à la fabrication de sucre d'érable à partir de ce qu'il appelle le jus d'érable à sucre, expose plus scientifiquement que tout autre avant lui le procédé de confection du sucre d'érable. Puis, Pierre-François Xavier de Charlevoix, Monseigneur de la Barre et Joseph-François Lafitau confirment l'évolution du mode de production de sucre d'érable par l'apport du chaudron en fer. L'érable à sucre, l'eau d'érable et le sucre d'érable obtiennent leur lettre de noblesse grâce à des scientifiques de renom comme Henri-Louis Duhamel du Monceau. Dans son ouvrage « Le traité des forêts », publié par l'Académie royale de France, Denis Diderot, dans son encyclopédie ou dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers, et le botaniste suédois Per Kalm, dans une approche holistique, ils expliquent le processus naturel qui survient dans l'érable à sucre, puis celui de la fabrication du sucre d'érable, de même que les effets bénéfiques de l'érable sur la santé ou, dans les travaux de Per Kalm, l'expansion de sa consommation pour donner un sens au qualificatif qui sera désormais le sien, le sucre du pays. Le 19e siècle sera celui du passage de certains archaïsmes dans les techniques d'entaillage et de récolte à de nouveaux moyens que la recherche et la science mettent à la disposition des acériculteurs. De l'entaille avec incision faite à coups de hache au vilebrequin, du seau de bois à la chaudière en métal avec couvercle, du chaudron en métal qu'il fallait retirer du feu à l'évaporateur et à l'abri en branchage à la cabane de planches, la production évolue lentement vers le modèle que nous lui connaissons encore actuellement dans ses caractères généraux et excluant les appareils utilisés au 20e siècle. Ce n'est qu'au début des années 1950 que l'on découvre une méthode permettant la conservation du sirop d'érable et que l'on invente le beurre d'érable et la conserve de 540 ml, la fameuse canne toujours en usage. Dans les années 1920, on voit apparaître la classification du sirop d'érable en 5 catégories. Durant la deuxième moitié du 20e siècle, le consommateur remplace progressivement le sucre d'érable par le sirop d'érable. On le trouve maintenant dans les grandes surfaces dans un nouveau format mieux approprié aux besoins des acheteurs de plus en plus urbanisés. En effet, ceux-ci délaissent l'épicerie du coin pour les supermarchés et les artères commerciales pour les centres commerciaux. C'est également à cette époque qu'un concours de dessin est organisé par le ministère de l'Agriculture pour orner la conserve de sirop d'érable, dessin qui apparaît encore aujourd'hui sur nos conserves.
l'embauche d'un premier chimiste par la coopérative de producteurs de sirop d'érable, l'apparition de la tubulure dans les années 1970 et celle de l'osmose inversée dans les années 1980 donneront la possibilité à la famille dans l'érablière de diminuer ses heures de travail. L'augmentation du nombre d'entailles permettra, pour sa part, de satisfaire à la croissance de la consommation des produits de l'érable, tant sur le marché intérieur qu'à l'étranger. Au tournant du 21e siècle, la promotion des produits de l'érable, leur désaisonnalisation et vers 2005, la recherche et l'innovation vont marquer la commercialisation des produits de l'érable, notamment par la découverte du québécol, une molécule propre au sirop d'érable qui fait partie de la famille des polyphénols. Entrevue avec Nadia Gagnon et Jimmy Turgeon-Carrier, quelles sont les étapes pour l'obtention d'un chien Mira? Bonjour, Nadia Gagnon, intervenante, et en ma compagnie, Jimmy Turgeon-Carrier, coordonnateur à la PHV-BSL. Bonjour, Jimmy. Bonjour Nadia, Comment tu vas? je vais bien. Content d'être aujourd'hui parmi vous pour faire l'entrevue. Super. Jimmy, tu as un chien guide Mira. J'aimerais que tu m'expliques à nous, puis à nos lecteurs et à nos lectrices, quelles sont les étapes pour l'obtention d'un chien guide chez Mira. OK, ben il faut dire que moi, ça fait mon deuxième chien que j'ai présentement, donc ça fait 10 ans que j'utilise un chien guide pour me déplacer. Donc, il y a différentes étapes auxquelles j'ai dû faire face là, lors de mon premier chien guide pour l'acquérir et mon deuxième là, pour le renouvellement. Euh, En premier lieu, il faut savoir que il y a plusieurs étapes là, avant d'être accepté dans le programme de chien guide de la Fondation Mira. Donc, il faut avoir une évaluation d'un spécialiste d'orientation mobilité, des centres de réadaptation qui remplissent un énorme formulaire pour dire nos capacités de déplacement à Mira. Puis aussi un formulaire visuel qui atteste là, qu'on a une base vision ou qu'on a une cécité totale, qu'on voit rien du tout. Ça, c'est Donc, la première étape. oui. Donc, la première étape, Jimmy, je veux revenir, résumer. Ce formulaire-là, on le trouve à l'interaction. C'est bien ça ou Oui, chez Mira? non, c'est l'interaction, c'est les centres de réadaptation qui ont ce formulaire-là, qui est recommandé par les spécialistes de Mira. Parfait. Ensuite, deuxième étape. Ensuite, deuxième étape. On envoie les formulaires. Là, on a un téléphone de la Fondation Mira pour nous dire qu'ils ont bien reçu nos formulaires de demande de chiens, puis que ça va être évalué, puis qu'ils vont nous revenir par la suite. Fait que, il y a une période d'évaluation du dossier. Parfait. Puis ensuite de ça, quand l'évaluation est terminée, ben là, ils nous appellent pour nous dire que ils aimeraient qu'on aille passer 48 heures pour qu'on soit évalué. OK. Pour voir si le candidat ou la candidate est bel et bien une personne apte à avoir un chien Mira. Dans le fond, Jimmy, c'est 48 heures chez Mira. Oui, dans le fond, moi, je suis parti le 10 ans avec mon intervenante. On est allé passer 2 journées à Mira. Et là, ils nous ont fait faire des différents circuits avec la canne blanche pour voir nos attitudes. Puis, par la suite, ils nous ont aussi fait essayer des chiens. Comment qu'on est une personne avec un chien, si on est à l'aise, comment qu'on se fait guider par le chien. Puis après ça, à la fin de ces 48 heures-là, on a l'approbation à savoir si on est reçu au programme pour avoir un chien. Parfait. Donc, vous passez 48 heures. C'est pas toi, Jimmy, qui fait le choix du chien, j'imagine.
Non, c'est pas moi qui fais le chien, qui fait le choix du chien, c'est vraiment le chien qui nous choisit, puis les entraîneurs aussi qui connaissent leur chien, puis qui pensent que euh, tel et tel chien serait bon avec telle personne. C'est selon le comportement du chien envers la personne euh, qui, qui évalue, dans le fond, quel chien va avec quelle personne. Oui, puis aussi avec les habitudes de vie, puis avec la vitesse de marche de la personne. Fait que c'est tout un processus C'est beaucoup de de choses. pairage. C'est Ouais. vraiment un pairage, là, vraiment. Puis, tu sais, ça peut fonctionner comme ça peut ne pas fonctionner, là. Ils peuvent avoir des erreurs au cours de... ils pensent que le pairage est bon, puis par la suite, 2, 3 mois plus tard, la bénissance s'aperçoit que c'est pas le bon chien pour son rythme de vie. Fait que la personne doit retourner le chien, doit retourner après ça faire une autre évaluation pour trouver un autre chien. Fait que ça, c'est, dans le fond, moi, après ça, quand on a le hockey, qu'on est accepté, là, Oui. dans le programme de chien Mira, le chien guide, il y a un plan d'intervention qui est établi avec les spécialistes là, pour travailler, quand c'est un premier chien, les particularités de se faire une idée par un chien, comment faire des virages, comment s'orienter sans aucun repère tactile, juste avec l'audition. Fait qu'il y a un plan d'intervention qui est établi en collaboration avec Mira et les spécialistes en orientation des centres de réadaptation. À ce moment-là, Jimmy, tu te trouves chez Mira pour le plan d'intervention avec le chien. Oui, ça, c'est avant qu'on quitte. Après les 48 heures, là, à la fin du 48 heures, Mira, on s'est assis avec eux autour d'une table. Puis là, ils nous donnent le OK, on t'accepte dans le programme de chien Mira, on voudrait te recevoir à l'automne pour te donner un chien. Mais entre-temps, tu vas avoir un plan d'intervention qu'on établit avec ton spécialiste, qu'on voudrait que tu renforces ton audition, tes virages, tes capacités de t'orienter sans aucun repère tactile. Fait que ça, t'as le plan d'intervention quand tu pars de ta première évaluation. Juste, puis là, tu planifies des rencontres avec ton spécialiste quand tu reviens. Et moi, je suis à Rimouski. Quand je suis revenu à Rimouski, on a travaillé 2 fois par semaine durant 2 heures après le travail, parce que je travaillais à l'époque, je travaille encore aujourd'hui. Donc, puis on a fait ça pendant 6 mois de temps. 6 mois de temps, puis t'as passé combien de temps chez Mira? Là, pour le premier chien, quand je suis allé acquérir mon premier chien, je suis resté 4 semaines. Pour le premier chien, c'est 4 semaines parce qu'il y a plus de choses à travailler qu'un renouvellement. Un renouvellement, c'est 3 semaines qu'on passe à Mira. OK, mais là, j'ai besoin de savoir, tu t'en vas chez Mira, mais comment ça fonctionne pour les dîners, les déjeuners, les soupers, pour les personnes qui reçoivent le chien guide? Comment ça Bien, dans le fonctionne? fond, comment ça fonctionne, c'est que dans le fond, on est hébergé, nourri gratuitement par la Fondation Mira. Il y a une maison, comme une grande maison, là, l'hébergement de chiens guides, des chiens d'assistance, parce qu'il y a aussi des chiens d'assistance qui est donné par la Fondation Mira, mais nous, on parlait de chiens guides. Il y a un hébergement pour les personnes qui vont chercher un chien guide. Donc, il y a une salle à manger commune, un salon commun. Les chambres sont individuelles. Fait qu'il peut y avoir 8 personnes en même temps euh, à l'hébergement de chien guide. Qui reçoivent, qui sont en formation là, avec leur Donc, en chien. formation avec le chien, puis tu sais, un cuisinier qui nous fait manger 3 fois par jour, là, notre déjeuner, dîner, souper. Mais ça nous coûte, c'est gratuit, là, ça fait partie du Du programme. contrat. Oui, c'est ça, Ouais. ça fait partie du programme. C'est ça. Ensuite, ensuite, Jimmy, si j'ai bien compris, tu reviens chez toi avec le chien, mais tu as quand même un suivi avec un spécialiste de chez Mira. Mais quand on revient avec le chien, que là, on a passé soit 4 semaines pour le premier, 3 semaines pour le renouvellement. Là, j'ai passé 3 semaines dernièrement pour le renouvellement. Après les 3 semaines, à la fin, les entraîneurs m'ont remis une lettre comme de quoi qui me donnait le chien. Puis il y a un entraîneur qui est attitré pour faire l'installation du chien. Parce que là, il faut savoir que quand on revient ici, le chien n'a jamais connu l'environnement. Donc, il faut que
il y a un entraîneur de miracle qui viennent passer 1, 2 ou 3 journées dans notre milieu où on réside pour faire l'installation du chien. Donc, on va fréquenter avec l'intervenant et notre spécialiste en orientation mobilité les différents lieux qu'on va fréquenter dans notre quotidien. Donc, soit comme ici, le milieu du travail, les installations sportives, les chemins qu'on va le faire le plus souvent avec le chien. Fait que ça, on fait ça dans la semaine suivante, quand on quitte Mira. OK. Et ça peut durer combien de temps, ça? Alors, ça peut durer 2 jours, 3 jours max, ça. Puis Que- par la suite, c'est avec une spécialiste en orientation mobilité du centre de réadaptation qu'on fait le suivi par la suite. Puis après ça, on a tout le temps un suivi annuel de Mira qui vont venir voir si tout va bien, s'il y a des particularités, s'il y a des défis qui se sont développés auxquels on n'est pas capable de résoudre avec l'intervenante en mobilité centre de réadaptation. Donc, ça, c'était la dernière étape, Jimmy. Ouais, ça, c'est la dernière étape. Bon, maintenant, moi, j'aimerais savoir, là, t'as ton nouveau chien depuis le mois de décembre. Comment ça va avec ton chien? Comment ça va? Ça se passe très bien. L'adaptation, l'acclimatisation se passe très bien. C'est sûr que là, il y a des petits défis parce que là, on est arrivé en pleine saison hivernale, donc il a fallu que le chien s'habitue à la neige, aux conditions hivernales, à la glace, tout ça. Là, on arrive au printemps, fait que là, les odeurs sortent, donc ça va être un autre travail de faire avec le chien pour justement que le chien soit pas trop senteux, qu'il soit pas trop tout le temps dans son nez, mais qu'il continue à faire son travail malgré tout. Fait que c'est ça. Chaque saison apporte son lot de défis dans la première année. Puis par la suite, quand on connaît les habitudes du chien, on est capable de prévenir tout de suite avant l'apparition des comportements qui sont un peu moins recommandés pour que le chien puisse s'assurer notre sécurité. Le chien, là, devient ton bras droit. C'est automatique. Oui, mais c'est comme je dis, c'est le prolongement de qui je suis. Mon chien, c'est mon ombre. Tu sais, mon chien me suit partout où je vais. Là, c'est aussitôt que je quitte la maison, le chien me suit. Fait que c'est soit pour aller au travail, soit pour aller au centre sportif, dans les épiceries, les restaurants, les transports. C'est vraiment partout, là. Donc, il est avec moi presque 20 heures sur 24, je pourrais dire. Oui. Et j'aimerais te poser une dernière question. Je suis à peu près convaincue que nos lecteurs et nos lectrices se posent la question. Le chien travaille combien d'années? Il va te guider combien d'années? Bien, ça, c'est tout dépendamment du chien, mais Mira prévoit environ 8 à 9 ans de travail d'un chien guide. Mais tout dépendamment du chien, s'il développe des maladies qui arrivent, des situations problématiques qui créent des incertitudes pour le chien, des peurs, qui veut plus avancer sur la route parce qu'il y a, je sais pas, été victime d'un bruit de camion qui est arrivé proche de lui puis qui a fait un immense saut, ou qui développe des crises d'épilepsie. Ben c'est là que le chien peut être mis à la retraite plus tôt que qu'est-ce qui est prévu. Mais on espère l'avoir pour un bon 8 ans. Super. Et comment ça va le présentement avec ton chien? Ça fait quelques semaines, voire 3, 4 mois que tu l'as avec toi. Puis comment ça va le présent? Ben, je te dirais que la chimie est installée entre nous deux. Il comprend beaucoup plus son travail qu'au début. Il est plus confiant. Moi, je suis vraiment aux anges. Je trouve vraiment que c'est un chien qui était fait pour moi. Il est haut, il est grand, il est gros, il est costaud. Fait que, tu sais, j'ai pas peur. Le seul petit défi que j'ai présentement, c'est qu'il marche au rythme que je veux qu'il marche, à mon rythme à moi, parce que des fois, il est trop rapide, puis ça me crée des tensions dans le bras. Donc, mon défi présentement, c'est d'essayer de le ralentir, mais pas trop
qui aille à une bonne vitesse, que je puisse sentir ses mots. Hey, c'est super. J'espère qu'on a répondu à certains questionnements de nos lecteurs, de nos lectrices. On est déjà rendu à la fin. Jimmy, avais-tu d'autres choses ou aurais-tu autre chose à ajouter? Mais je veux dire que à nos lecteurs qui voudraient avoir un chien guide, que c'est quelque chose de magique qui arrive dans nos vies quand on passe au chien. Ça nous permet d'avoir plus de comment je pourrais dire, plus de vie. Pas plus de vie, mais plus de légèreté dans nos mouvements. On est capable, quand on est sur la route, de parler avec quelqu'un, de porter à notre environnement attention avec quelqu'un, d'avoir plus de relations sociales aussi, parce que quand on a un chien guide, les gens disent «Wow, il est beau votre chien», fait que les relations sont améliorées, puis on n'est plus comme si on était un extraterrestre parmi dans le monde quand on a une canne. Fait que c'est ça que je vais dire, que si vous avez envie de faire la demande, n'hésitez pas, demandez l'aide de votre spécialiste en orientation mobilité. Si vous avez les capacités et l'attitude, elle va vous aider à cheminer à travers ça. Et puis en terminant, moi, j'ajouterais, l'amour d'un chien, c'est inconditionnel aussi, hein. On s'attache. On s'attache vraiment. Oui, on Ah, s'attache vraiment. Ça fait partie de nous, puis ça fait partie de la famille. exactement. Ben, merci beaucoup, Jimmy, pour ton beau témoignage. Fait que donc, on se dit à la prochaine. Bye bye, tout le monde. En bref, par Jimmy Turgeon-Carrier. À la suite d'une analyse de la situation des feux sonores piétons dans la ville de Rivière-du-Loup, effectuée à l'automne 2022 par Lucie Buteau, spécialiste en orientation et mobilité du Centre de réadaptation en déficience physique de Rivière-du-Loup, elle a constaté qu'il y avait plusieurs problématiques avec les feux sonores piétons et que ceux-ci ne respectent pas la norme du ministère des Transports du Québec. À la suite de ces constats, Mme Buteau est allée rencontrer la ville de Rivière-du-Loup pour leur transmettre son rapport et leur émettre des recommandations afin que les feux sonores piétons respectent la norme du ministère. Ce fut à l'automne 2024 que la ville de Rivière-du-Loup a effectué les ajustements nécessaires pour rendre les feux sonores piétons sécuritaires et à la norme du ministère des Transports du Québec. Afin d'effectuer ces modifications, la ville de Rivière-du-Loup est allée chercher des subventions pour financer ces travaux et développer une expertise en la matière. Ce fut Mme Marianne Caron, gestionnaire au programme et équipement communautaire de la ville de Rivière-du-Loup, qui a piloté ce projet en collaboration avec le Centre de réadaptation en déficience physique de Rivière-du-Loup. À l'hiver 2025, Mme Buteau a certifié à la ville de Rivière-du-Loup, après une vérification, que les 10 axes où nous retrouvons des feux sonores piétons, que ceux-ci sont désormais fonctionnels et à la norme du ministère des Transports du Québec. Le 20 mars dernier, Mme Buteau nous a sollicité comme association pour nous communiquer les résultats de son travail dans ce dossier et pour nous demander qu'on propage la bonne nouvelle dans nos réseaux. Ce fut un travail de longue haleine qui a donné des résultats positifs pour les personnes handicapées visuelles qui voudront circuler dans la ville de Rivière-du-Loup en toute sécurité en utilisant les feux sonores piétons qui ont été mis à jour, et ce, à la norme du ministère des Transports du Québec. Merci à la ville de Rivière-du-Loup pour votre ouverture à rendre votre ville inclusive et sécuritaire pour tous vos citoyens, ainsi que pour votre beau travail de collaboration dans ce dossier. Merci également à Mme Lucie Buteau qui, dans le cadre de son travail, a mené à bien ce dossier afin de sensibiliser les gens de la municipalité de Rivière-du-Loup à la réalité des déplacements des personnes handicapées visuelles dans cette ville.
C'est en unissant nos forces que nous pouvons aujourd'hui annoncer l'aboutissement d'un tel projet de collaboration permettant de voir autrement. C'est possible. En tout temps, vous pouvez contacter la ville de Rivière-du-Loup pour faire le constat d'un bris d'un feu sonore piéton en remplissant un formulaire de requête sur leur site Internet à l'adresse suivante: https://ville-rdl.ca/nous-joindre ou en composant leur numéro de téléphone au 418-867-6700. Parfum de saison par Émile Proulx. Pelleter, tomber, chialer, puis recommencer. L'hiver fut long à endurer. Un froid qui s'infiltre, mord et transperce jusqu'au recoin qu'on croyait à l'abri de l'averse. Mais voilà qu'un soir, sans prévenir, le ciel s'éclaire avant de s'endormir. Et puis soudain, un doux éclat, un restant de jour qu'on n'attendait pas. C'est rassurant, on se sent bien. Le jour rallonge, le froid s'éteint. Bientôt fini les bottes et les mitaines. Place aux gougounes et aux chemises hawaïennes. Adieu, tuc, cache-cou et le nage. Bonjour, paille, soleil et paysage. Le printemps s'installe, il prend son temps, mais déjà, on respire autrement. Capsule santé par Nadia Gagnon. 6 remèdes de grand-mère pour soulager les allergies saisonnières. Des tisanes d'ortie ou de menthe poivrée. L'ortie a beau être irritante, voire urticante, elle est aussi et surtout l'une des plantes médicinales les plus efficaces. Parmi ses nombreux pouvoirs, elle apaise notamment les symptômes du rhume des foins en agissant comme un antihistaminique. Si certains magasins la proposent sous forme de gélule, il est aussi possible de la consommer en tisane. Pour cela, rien de plus simple. Il suffit d'en verser 2 cuillères à café dans 150 ml d'eau chaude et de laisser infuser une dizaine de minutes, à consommer 2 à 3 fois par jour. La menthe poivrée, concentrée en menthol, peut aussi aider à éliminer ou du moins à diminuer la congestion nasale. Des compresses d'eau froide sur les yeux pour calmer les démangeaisons et les gonflements oculaires, l'application d'une compresse d'eau froide ou d'un sachet de thé humide et froid pendant une dizaine de minutes sur les yeux est souvent efficace. Un coton imbibé d'eau de rose, voire une petite cuillère en métal passée quelque temps au réfrigérateur peuvent également faire l'affaire. Attention, cependant, à ne pas mettre de glace directement au contact de la peau, car cela pourrait entraîner une forme de brûlure. Du sel et de l'eau chaude pour le nez. En cas d'irritation du nez, les dosettes de sérum physiologique permettent d'humidifier les muqueuses. Il est d'ailleurs possible de préparer sa propre solution saline. Pour cela, il suffit de dissoudre une demi-cuillerée à café de sel dans 250 ml d'eau chaude. Il reste à trouver une petite seringue ou une poire en caoutchouc pour injecter le mélange dans chaque narine.
de l'estragon sur un morceau de pain. Traditionnellement utilisé pour soulager les rages de dents et lutter contre les insomnies, l'estragon est aussi un anti-allergène. Pour jouir de ses bienfaits, plusieurs solutions existent. Si quelques gouttes d'huile essentielle peuvent être déposées sur un mouchoir à respirer 3 fois par jour, les feuilles peuvent aussi être mâchées. Il est aussi possible de les consommer sur un morceau de pain, matin et soir. Du miel pour soulager les maux de gorge. En cas de mal de gorge, le miel reste un remède de grand-mère bien connu. Qui plus est, le miel de lavande, dont les effets adoucissants agissent très vite. Dans l'idéal, mieux vaut choisir un miel bio et produit dans la région. Cela permettrait tout simplement de se désensibiliser aux pollens locaux. La méthode a en tout cas fait ses preuves sur l'armée américaine. Il est alors recommandé d'en consommer 2 cuillerées à soupe par jour en laissant fondre le miel 5 à 10 minutes dans la bouche. Il est indiqué de consommer 2 mois avant la période à laquelle vous souffrez le plus du rhume de foin, et ce jusqu'à la fin de la période estivale. Plus simplement, le miel peut être mélangé à du jus de citron. La vitamine C contenue dans le citron bloquant la sécrétion de l'histamine par les globules blancs. Une cuillère à soupe de miel suffit alors. L'oignon, source de vitamine C et de quercétine. Lui aussi est riche en vitamine C. L'oignon, qui contient aussi de la quercétine, un antioxydant, agit comme un antihistaminique naturel et efficace contre les allergies printanières. Alors, pourquoi ne pas se laisser tenter par un jus d'oignon? Pour cela, émincez un oignon rouge et le faire infuser dans 1 litre d'eau minérale pendant 8 à 12 heures. Le tout peut être conservé au frais pendant 4 jours. Le goût vous rebute. Ajoutez-y alors une cuillère à café de miel dans chaque verre. Toujours pas? La pomme, avec sa peau, les baies rouges, le raisin rouge et le thé noir contiennent eux aussi de la quercétine. Des aliments à éviter. Au contraire, d'autres aliments peuvent aggraver vos symptômes. C'est le cas des plats épicés. La capsaïcine, un composé actif qui confère aux piments leur intensité, déclenche en effet des symptômes similaires aux allergies printanières. Nez qui coule, yeux larmoyants, voire éternuement. Le processus n'est pas le même, mais autant éviter d'accumuler les affections. Même chose pour l'alcool. Selon une étude datant de 2005, la consommation de vin rouge et de vin blanc, en l'occurrence, augmente les blocages et écoulements nasaux, mais aussi les éternuements. À noter que ces remèdes donnés en exemple ne doivent jamais vous dispenser de faire un bilan allergologique. Les plus efficaces restent d'ailleurs les antihistaminiques ou les gouttes prescrites par votre médecin. Il est également recommandé de suivre un traitement de désensibilisation quelques mois avant la période des pics. Quelques gestes à adopter au quotidien. En cas d'allergie,
Plusieurs gestes peuvent enfin vous améliorer la vie au quotidien. Se laver régulièrement les cheveux afin de se débarrasser de la présence de pollen, de préférence avant de se coucher. Changer de vêtements en rentrant chez soi. Aérer les pièces de sa maison quand il pleut. Ne pas faire sécher son linge à l'extérieur. Limiter les activités extérieures en milieu de matinée et en début de soirée. Porter des lunettes de soleil et un chapeau, voire un masque filtrant. Éviter de fumer. Fermer les fenêtres en voiture et préférer la position circuit fermé en cas de climatisation. Ne pas hésiter à consulter le bulletin pollinique de votre région régulièrement sur le site du Réseau national de surveillance aérobiologique. Dans le bas de la page, nous voyons une image, un paysage enneigé avec des fleurs de neige qui poussent au travers de la neige. Le goût de lire par Nadia Gagnon. D. Turcotte et fils. Mon histoire. Auteur Danny Turcotte. Après avoir été tour à tour humoriste et animateur de télévision, c'est aujourd'hui dans l'écriture que Danny Turcotte prend plaisir. D. Turcotte et fils est son premier livre. Il y raconte son enfance à Jonquière, au Saguenay. Au sein d'une famille marquée par le divorce de ses parents, l'alcoolisme de son père et la faillite de l'entreprise familiale. Il revient sur les moments clés de son parcours professionnel, ses débuts au sein du groupe sanguin, son duo Lévesque et Turcotte, en passant par son rôle de fou du roi à l'émission Tout le monde en parle de 2004 à 2021 et celui d'animateur dans l'émission La Petite Séduction de 2005 à 2017. Derrière l'image publique se cache également un homme qui a dû affronter de nombreuses tempêtes dans sa vie personnelle, que ce soit l'accident d'automobile qui laissa quadriplégique son conjoint de l'époque, la bipolarité de son père, le décès tragique et prématuré de son ami et frère d'âme Dominique Lévesque, ou encore les nombreux commentaires haineux et homophobes émanant des réseaux sociaux. Ce livre est disponible au Service québécois du livre adapté en version livre sonore, CD ou en ligne. Bonne lecture! Une touche d'humour par Émile Proulx. Aujourd'hui, dans la chronique Une touche d'humour, je vous propose un concept un peu différent. On reste dans l'humour et les situations cocasses, mais cette fois, je vais vous raconter un petit incident particulièrement absurde qui m'est arrivé il y a quelques années. On sait tous, vivre avec un handicap visuel peut mener à des situations hors de notre contrôle, et parfois franchement ridicules. J'avais 17 ans. C'était l'été entre le secondaire et le cégep. Tu sais, le moment où tu penses enfin être adulte. Maintenant, rendu à 37 ans, je peux confirmer que, ben non, je me sens pas autant adulte que ça. Mais ça, c'est une autre histoire. Ce soir-là, en route pour une soirée, mon ami me dépose devant le dépanneur pendant qu'il va se stationner un peu plus loin. Il y avait une Hyundai Accent 2 portes grises. Un détail quand même assez important pour la suite. Je ressors du dépanneur armé de mes chips, d'une liqueur et bien sûr absolument aucune bière. J'insiste là-dessus au cas où ma mère lirait le journal.
Convaincu que mon ami m'attend au même endroit, je m'enligne vers la voiture. Prends la poignée, barré. Bon, j'insiste un peu. Je tire. Je frappe dans la fenêtre. Rien. Mon ami fait le baveux et il me déverrouille pas la porte. C'est là que j'aperçois au loin un homme que je ne connais pas. Et il arrive vite, très vite, juste au moment où j'entends mon ami crier « Émile, qu'est-ce que tu fais? C'est pas mon char! » Oui, j'étais en train d'essayer de rentrer dans la voiture d'un parfait inconnu. Le pire, le seul point commun entre son auto et celle de mon ami, c'était qu'elle était stationnée où mon ami m'avait déposé. C'est tout. Pas la même marque, pas la même couleur, rien. Mais dans ma tête, j'étais sûr à 100%. Et moi, en bon champion, j'ai juste fait demi-tour en vitesse, mes chips sous le bras, ma liqueur dans l'autre main et absolument aucune bière, en tentant de marcher comme si de rien n'était. Je vous laisse imaginer, aujourd'hui, 20 ans plus tard, mes amis me narguer encore avec cette histoire-là à toutes les fois qu'on rentre dans une voiture. J'espère que vous avez apprécié cette chronique un peu différente des autres. Jeu de mots par Émile Proulx. Le thème, le printemps. Premier mot. S-I-R-A-E accent aigu, espace, D apostrophe, B-L-P-E-S-O. Je répète, S-I-R-A-E accent aigu, D apostrophe, B-L-P-E-S-O. Deuxième mot. R-E-G-N, espace, S-U-A, espace, E-I, espace, E-T-L-I-R. Je répète, R-E-G-N, espace, S-U-A, espace, E-I, espace, E-T-L-I-R. Numéro 3. E-C-R-A-C-B, espace, U, espace, A-S-N-E-A. Je répète, E-C-R-A-C-B, espace U, espace A-S-N-E-A. Numéro 4. C-N-O-E-R-T. Je répète, C-N-O-E-R-T. Numéro 5. B-S-E-U-C, espace R-R, espace R-E-E-D-E. Je répète, B-S-E-U-C, espace R-R, espace R-E-E-D-E. Numéro 6. A, accent circonflexe, S-Q-U-E-P. Je répète, A, accent circonflexe, S-Q-U-E-P. Numéro 7. S-M-T-I-P-R-N-E-P. Je répète,
S-M-T-I-P-R-N-E-P. Numéro 8, G-E-E-R-P-E-C-N-I-E. Je répète, G-E-E-R-P-E-C-N-I-E. Numéro 9, S-R-M-E, espace E-E-F, espace T-D-S-E-E. Je répète, S-R-M-E, espace E-E-P, espace T-D-S-E-E. Numéro 10, O-L-E-D-C-I-S, espace E-S, espace R-E-S-L-I-R. Je répète, O-E-L-E-D-C-I-S, espace E-S, espace R-E-S-L-I-R. À l'agenda par Jimmy Turgeon-Carrier. Voici les dates à venir pour les prochaines activités du calendrier régulier de l'APA-GBSL. 8 mai 2025. Dîner-causerie pour le groupe de Rimouski, Neigette et la Métisse. 15 mai 2025. Kiosque d'information dans le cadre du Salon des loisirs et des sports adaptés. 21 mai 2025. Café-rencontre pour le groupe du KRTB à Rivière-du-Loup. 22 mai 2025. Café-rencontre pour le groupe de Matane et d'Amqui. 18 juin 2025. Assemblée générale annuelle. 3 juillet 2025. Activité estivale pour le groupe de Rimouski, Neigette et Métis. 16 juillet 2025. Activité estivale pour le groupe du KRTB à Rivière-du-Loup. 24 juillet 2025. Activité estivale pour le groupe de Matane et d'Amqui. Le 20 août 2025. Rencontre régionale estivale à Montjoly, à l'amphithéâtre Desjardins, au 275 avenue Ross, à Montjoly. Réponse au jeu de mots. Le premier, sirop d'érable. Le deuxième, tire sur la neige. Numéro 3, cabane à sucre. Numéro 4, cornet. Numéro 5, beurre de sucre. Numéro 6, Pâques. Numéro 7, printemps. Numéro 8, Perce-Neige. Numéro 9, Fête des mères. Et numéro 10, Oreille de Christ. Dans le bas de la page, nous voyons une image d'une grille de Mont-Mystère entourée de petites fleurs blanches. Version disponible par courriel, par CD audio ou en braille et en gros caractères. Ont collaboré à ce journal Jimmy Turgeon-Carrier, Nadia Gagnon, Émile Proulx, Lynne Poirier, Chantal Couillard, Gaétan Barville et Julie Boulanger. Avis.
Toute reproduction partielle ou totale du contenu de ce journal est fortement encouragée à condition de mentionner la source.